Merci beaucoup Bruno. Je vous propose avant la pause, 15 petites minutes de débat, et je vais demander aux intervenants, y compris Sandrine Cabu et puis Edgar Durand qui vont intervenir juste après la pause, de nous rejoindre là sur l'estrade pour répondre et puis discuter, et voilà, qu'on réfléchisse un petit peu tous ensemble à... Comme j'ai été le premier à prendre le micro, je vais me permettre de le prendre pour poser une question. Vous auriez pu tous vous précipiter aussi sur le micro, hein. Donc il y en a un deuxième qui va circuler. Asseyez-vous, hein, je vous en prie. Un immense merci de nous avoir permis cette immersion dans le domaine des neurosciences, par le côté peut-être le plus proche des questions d'éthique du soin. Alors je voulais vous poser une question. Au niveau des critères éthiques que vous pouvez mobiliser, est-ce que la notion de proportionnalité dans l'intervention par rapport à l'avantage, l'inconvénient et la notion de réversibilité vous semblent des éléments à prendre en compte dans vos approches éthiques? Est-ce qu'on voit que vous êtes face à des situations pour lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de traitement autre que ce que vous proposez? Certaines personnes ne sont pas en situation de consentement, d'arbitrage, et certaines, pour les maladies que vous avez évoquées, notamment les maladies neuroévolutives, ont des conséquences au niveau de l'intervention sur leur cerveau, notamment en termes compulsifs. Il y a tout un ensemble de tableaux cliniques à prendre en compte. Donc est-ce que la réversibilité, la proportionnalité sont pour vous des arguments importants au niveau de votre arbitrage éthique, et est-ce qu'il en est d'autres? Et puis grand merci, hein. On ne pouvait pas mieux commencer notre journée que de partir de l'histoire avec ces représentations pour arriver aujourd'hui à ce que vous présentez. Alors, la question de la réversibilité, c'est une question essentielle, c'est-à-dire que l'intérêt de la stimulation cérébrale profonde, c'est que ça permet, on peut tout à fait interrompre la stimulation, ce que d'ailleurs demandent souvent des patients, hein, parce qu'il faut savoir que le noyau subthalamique, c'est une toute petite structure qui est très intégratrice de... collègues neurochirurgiens me corrigeront, mais pas plus de 12 mm dans la dimension la plus importante. Et donc, on peut aussi avoir des effets indésirables importants. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. Par exemple, aujourd'hui, on sait que lorsque l'on stimule à trop haute intensité, on va entraîner des états maniaques. Et ça, c'est très fréquent. C'est presque un effet indésirable presque systématique de la stimulation à haut voltage du noyau subthalamique. Donc évidemment, quand on a un état maniaque, quelqu'un qui va devenir euphorique, mais euphorique et excité de façon inappropriée, ben la première approche à avoir, c'est évidemment de diminuer l'intensité, puis d'arrêter la stimulation, et puis d'attendre que le patient revienne à un état qui soit dit euthymique, c'est-à-dire avec une thymie, on va dire appropriée, je ne sais pas comment il faut dire. L'autre aspect qui me paraît particulièrement important, mais moi c'est une préoccupation majeure, c'est le rapport efficacité sur tolérance. C'est-à-dire il faut qu'on ait ça en tête en permanence. Est-ce que oui ou non c'est une technique qui est efficace, mais est-ce que oui ou non derrière c'est une technique qui est bien tolérée? Ça c'est un enjeu qui est considérable. Alors la question de la tolérance est une question très compliquée parce que d'abord, le geste chirurgical en lui-même est dangereux, mais derrière, après, il y a tout le suivi à long terme. Et là, se posent ces questions de tolérance avec... La question de la tolérance en matière de psychiatrie, c'est quelque chose de très compliqué à évaluer parce qu'il y a évidemment les échelles, à proprement parler de psychopathologie. On évalue la symptomatologie psychiatrique, éventuellement les effets secondaires, mais on évalue aussi des effets secondaires en termes de qualité de vie, en termes de retentissement moteur. Et donc là, il faut vraiment qu'on ait des outils qui soient extrêmement précis et qui nous permettent de répondre à ces questions-là. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais notre collègue parler des aspects de la psychochirurgie. Il est certain que lorsque l'on a quelqu'un qui devient beaucoup plus calme, pour l'entourage familial, c'est évidemment un soulagement. Mais si c'est pour que la personne qui devienne plus calme devienne apathique, avec un retentissement sur le plan des fonctions intellectuelles, ce qu'on appelle les fonctions cognitives, c'est quand même un problème pour l'individu. Donc ce qui devient presque une libération pour l'entourage devient un poids supplémentaire pour l'individu. Donc, c'est ce rapport permanent entre l'efficacité sur une symptomatologie qui
Et donc la question aussi de l'intensité de la symptomatologie est aussi très importante. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut vraiment qu'on choisisse des patients qui aient un degré de sévérité suffisant pour justifier l'utilisation de la thérapeutique. Voilà ce que je sais pas si j'ai répondu à votre question, peut-être que d'autres veulent compléter. J'aurais aimé entendre parler le rapport bénéfice-risque. Je n'ai pas compris quels étaient les risques finalement. Je suis complètement profane en psychiatrie, mais quel était le problème des risques réels? Par exemple, quelle est la mortalité? Puisque vous avez dit que c'est... on peut y revenir en arrière. En un mot, si on a des effets secondaires simplement, c'est pas très grave puisqu'on peut arrêter. Mais quels sont les risques comme mortalité ou comme risque définitif en rapport avec cette chirurgie? Et une deuxième question qui va à côté de pair, c'était peut-être pas dans les protocoles, mais est-ce que je sais que ça a été essayé en matière d'obésité? Là, le jugement est beaucoup plus facile à avoir, entre guillemets, c'est blanc ou c'est noir, ça marche ou ça marche pas, et là on peut juger du bénéfice-risque de manière beaucoup plus facile en quelque sorte. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin dans l'expérimentation en obésité? Puisque c'est quand même une pathologie qui en France coûte très cher, fait beaucoup de morts, et pour laquelle on a accepté dans les premiers temps, lorsqu'on faisait des bypass, des mortalités j'entends, allant jusqu'à 2%, ce qui est quand même très très important. Alors je vais répondre par rapport à la question de les risques liés à la stimulation cérébrale profonde. Il y a un risque immédiat lié à l'intervention chirurgicale. Et donc il y a deux risques principaux. C'est le risque d'infection de 1%. Oui, enfin peut-être que... Et puis le risque d'hémorragie à 1%, c'est-à-dire voilà, ça c'est un risque. Alors certes, ça n'entraîne pas forcément de mortalité, mais enfin ça entraîne des hématomes qui peuvent être conséquents. Et dans l'étude STEAM qu'on a présentée, le premier patient qu'on a opéré, malheureusement, il y a eu un hématome frontal avec quand même des complications majeures. Le patient n'est pas décédé, mais enfin c'était une complication majeure. Et donc, ce sont des risques importants. Et puis alors, le deuxième risque, ce sont les risques psychiatriques, c'est-à-dire au long terme, est-ce que la stimulation cérébrale favorise notamment les conduites suicidaires et les comportements suicidaires? Une des raisons pour lesquelles les neurologues et les neurochirurgiens qui s'occupaient de Parkinson se sont tournés vers les psychiatres, c'est que le risque de suicide n'était pas négligeable. Et aujourd'hui, l'évaluation des patients souffrant, qui vont être opérés, qui suivent un bilan pour être opérés de leur Parkinson, doivent être évalués systématiquement par un psychiatre pour évaluer le risque suicidaire. Alors je ne sais pas quelle est la proportion, parce que c'est difficile, on n'a pas de cohorte. Nous, on va mettre en place une cohorte là pour des patients qui vont bénéficier de la stimulation cérébrale profonde pour des raisons psychiatriques. Et nos amis qui travaillent sur le Parkinson ont probablement beaucoup plus de recul là-dessus, mais en tout cas, ils ont considéré en collège qu'il était nécessaire d'avoir une évaluation psychiatrique avec un risque suicidaire qui n'était pas négligeable. Tu veux compléter ce que... Non, c'est... Enfin, finalement, pour répondre à la deuxième partie de la question, là, concernant l'obésité, en fait, je vais utiliser la question pour un petit peu introduire aussi, vous allez voir l'après-midi, en fait. Hein, ce matin, on peut dire que c'était un peu c'est un peu la tarte à la crème, mais l'homme réparé, cet après-midi, ce sera plus l'homme augmenté. Et donc, pour répondre à votre question précisément de la stimulation cérébrale profonde dans l'obésité, on est en 2008 au Canada, à Toronto, l'équipe de Lozano implante le premier patient pour l'obésité. Patient de 190 kg, il n'a pas pu avoir d'IRM parce qu'il était trop lourd, il ne rentrait pas dans la machine. Donc on a eu un scanner et on implante. Et donc, comme on implante au niveau de l'hypothalamus, je vous l'ai dit, l'hypothalamus c'est un petit peu le sanctuaire de nos comportements archaïques, sexualité, faim, etc. On stimule et puis éveiller pour décrire ces sensations, notamment de faim. Et là,
c'est intéressant, on stimule, et puis il dit, ah ben c'est bizarre, j'ai l'impression il y a des souvenirs qui reviennent. Et plus on stimule, plus les souvenirs deviennent de plus en plus vivaces, et il se rappelle 20-30 ans auparavant être dans un parc avec sa petite amie de l'époque, et puis Lozano, bon, c'est un cas de sérendipité, là il voit qu'il y a quelque chose à faire, là il pose des questions, et plus il stimule, plus la mémoire lui revient avec acuité. Donc Lozano dit on touche à rien, on laisse l'électrode là où elle est, et puis il se débrouille pour avoir une IRM, et donc ils utilisent une IRM pour les bestiaux quelque part là au Canada, et ils s'aperçoivent que l'électrode n'était pas exactement là où ils pensaient être, elle était à proximité de l'hypothalamus, mais plus au contact des fornix. Les fornix, c'est un peu le circuit de la mémoire. Et donc à partir de là, ils ont évalué le patient et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait capacité, enfin plus ou moins, plus précisément, certaines capacités mnésiques qui étaient augmentées chaque fois qu'on stimulait. Et là, il y a eu tout un essai, et là ça a introduit l'après-midi sur comment en fait la stimulation cérébrale profonde peut, entre science et fiction, augmenter nos capacités cognitives. Donc je n'ai pas vraiment répondu à votre question parce que ça a été le seul cas documenté. Je voudrais juste vous dire je voudrais juste vous dire un mot. Puisque je dirige et je coordonne une unité de stimulation cérébrale à la Pitié-Salpêtrière dans le département de psychiatrie. Et le deal avec la direction, c'était OK, on est d'accord pour que vous montiez votre unité de stimulation et on est prêt à la construire avec vous, mais en même temps, vous allez accepter le département d'addictologie. Et donc aujourd'hui, dans cette unité dont je suis responsable, il y a l'unité d'addictologie. Est-ce que vous savez, aujourd'hui en France, je réponds à votre question, quelle est la première cause de greffe hépatique ? La première cause de greffe hépatique en France, c'est l'alcoolisme chronique. Et est-ce que vous savez quelle est la première cause de greffe hépatique aux États-Unis ? C'est l'obésité. Donc, c'est justement pour illustrer ce que vous dites, c'est-à-dire que les enjeux en matière d'addiction sont extrêmement importants. Mais alors la stimulation cérébrale profonde, c'est important, mais peut-être qu'on peut aussi agir sur deux choses en matière d'addiction et en matière d'obésité. C'est la question du craving, c'est-à-dire l'envie de se procurer le produit, et puis la question du contrôle que l'on peut avoir. Et donc, moi, je prétends aujourd'hui que l'on peut agir probablement par les techniques de stimulation cérébrale invasive, mais on peut aussi agir par les stimulations cérébrales non invasives, et c'est ce que nous allons commencer à faire. Donc, dans un premier temps, on va se pencher sur l'efficacité de ces techniques-là, et puis après, on verra pour la stimulation cérébrale profonde. Mais globalement, je vous rejoins, c'est-à-dire que c'est un enjeu majeur. Les addictions, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Et vous qui parliez de mortalité, aujourd'hui, les addictions, c'est la première cause de mortalité, Oui, bonjour, je voulais vous remercier d'abord. Et j'ai une question que je pose à un double titre, d'une part en tant qu'enseignante à l'espace éthique et puis en tant que membre d'un CPP, Comité de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Et en fait, les deux questions sont liées. C'est par rapport à la notion de balance bénéfice-risque et à la notion de présentation de cette balance bénéfice-risque. Quand on voit passer des protocoles dans les CPP, on a toujours l'impression qu'il faudrait préciser toujours mieux, et j'imagine que c'est très difficile, cette balance bénéfice-risque, ce qui fait que de la part de certains CPP, il y a des réticences. Et le lien avec l'enseignement qu'on peut faire à l'espace éthique, c'est par rapport à la notion de prudence, principe de précaution, la manière de pouvoir présenter vos recherches en tenant compte des risques et des bénéfices. Et on a toujours cette impression, mais vous allez sans doute me répondre, que c'est jamais assez précis. On vous demande toujours des indications supplémentaires. Je voudrais savoir comment vous êtes formé quand vous présentez un protocole pour que la situation soit objectivement présentée dans cette balance bénéfice-risque.
Bon, alors moi je vais vous répondre très très clairement. Je trouve qu'on devient de plus en plus exigeant avec les chercheurs cliniciens, qu'aujourd'hui c'est la croix et la bannière avant de soumettre un projet à un CPP, que pour la moindre chose maintenant il faut obtenir l'autorisation de l'ANSM, de la CCTIRS, des comités de protection des personnes. Et honnêtement, nous ne déméritons pas. Alors, je passe sur le PHRC où maintenant, évidemment, il faut écrire en anglais, c'est quand même une démarche. En quelques années, il y a eu une escalade des demandes et des contrôles importants. Certes, on peut aller toujours vers plus de précision et les comités de protection ne se gênent pas pour les demander, les redemander. Il n'y a aucun problème. On est prêt à le faire et on joue le jeu parce que je crois que c'est important et à la lumière de ce que nous avons entendu sur ce qui se passe dans les autres pays, je crois que nous avons raison d'être extrêmement rigoureux. Après, je veux dire, ça devient véritablement de plus en plus exigeant, sans compter que maintenant, on ne peut plus s'adresser au comité de protection des personnes de notre coin, de notre hôpital. Maintenant, il faut passer par... on est tiré au sort. Bref, l'exigence est au rendez-vous. On essaye modestement, en tant que chercheur clinicien, de soumettre des choses les plus structurées au niveau scientifique, ce qui n'est pas toujours simple au niveau psychiatrique. Je voulais revenir sur la stimulation cérébrale profonde chez les malades atteints de Parkinson. J'imagine que pour recruter ces candidats, vous avez 2 cohortes, les bons répondeurs potentiels et les non-répondeurs, hormis les critères de sévérité. Moi, je voulais plutôt poser la question concernant les non-répondeurs. Pourquoi ne sont-ils pas répondeurs? Est-ce que c'est parce qu'en fait, encore une fois, hormis les critères de sévérité de la maladie de Parkinson, est-ce que c'est parce qu'on risque de solliciter une zone qui n'est pas chez eux compétente, enfin, comment peut-on expliquer ça et est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est peut-être prématuré. Vous parlez des patients non-répondeurs à qui on a implanté une électrode de stimulation cérébrale profonde et qui ne sont pas améliorés. Voilà. Ouais, oui. Alors bon, là, c'est un débat qui est, qui est un peu autre, dans le sens ça pose des questions. Est-ce que l'électrode est bien localisée? Est-ce que, peut-être aussi, là, aujourd'hui, on commence à cerner de mieux en mieux les profils, mais possiblement qu'il y aura encore des données dans l'avenir, notamment avec le data mining, qui permettront d'affiner avec la génomique quels sont les meilleurs candidats. Mais voilà, c'est la seule réponse que je peux vous faire. Après, ça devient très, très spécialisé. Voilà, je vais vous proposer de faire une pause. Une dernière question. Je suis un peu embêté quand je vous écoute, parce que d'abord, j'ai cru voir des chiffres de série qui sont extrêmement faibles. Je me pose la question de la valeur statistique de ce que vous avancez. Le suivi, il est totalement incertain, on ne l'entend pas. Et l'expérience de la lobectomie telle qu'elle s'est passée avec des dizaines de milliers de patients est un phénomène ancien, d'accord, mais extrêmement instructif, puisque finalement une très mauvaise technique a pu se répandre très très facilement, que dans le monde d'aujourd'hui, même des techniques qui ont été utilisées sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes sont remises en question. Regardez aujourd'hui la discussion que nous avons sur les anti-Alzheimer, discussion qui est ancienne, puisque déjà dans les années 80, cette discussion existait déjà, avec des gens qui disaient il faut absolument le donner, ça favorise le truc, et il y avait ce qu'on appelait des effets placebo. L'effet placebo, c'est 15, 20, 30% d'amélioration. Est-ce qu'on n'a pas des effets placebo avec vos types de techniques, voire des effets nocebo peut-être? Et aujourd'hui, maintenant, on dit que ces produits ne marchent pas, alors que pendant de nombreuses années, on les a donnés, ils ont coûté de l'argent, ils ont eu des effets iatrogènes, beaucoup de gens le savaient, beaucoup de gens le cachaient parce qu'ils ont été liés à l'industrie. Vous êtes liés tous, a priori, aux industriels qui développent la technique. Donc aucunement.
Aucunement. Ah bah, je l'espère. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, il va falloir une rigueur extrême dans la présentation de vos résultats. Ouais. Il va falloir publier les échecs, parce que la plupart des revues publient uniquement les succès. Or, les succès sur 5 patients, c'est peanuts. Alors, effectivement, la science évolue. Le première greffe du cœur, le premier pacemaker, bon, ok. On espère que ça va être ça. Mais ça va demander de la rigueur, surtout si vous me dites que dans de nombreux pays, il se passe des choses qui sont sûrement très limites au point de vue éthique. Vous avez tout à fait raison pour les chiffres, le nombre de patients qui sont inclus dans les essais. Et là, vous avez particulièrement raison, c'est qu'il faut savoir répliquer des données scientifiques qui sont obtenues. Alors, par contre, est-ce à dire que nos techniques ne marchent pas? D'abord, c'est publié dans des journaux extrêmement importants. Le New England Biological Psychiatry, c'est les impact facteurs qui sont importants. Et donc, ce sont déjà des premiers résultats qui sont très importants et qu'il faut poursuivre. Et pour certains patients, des rapports de cas que je pourrais vous présenter, que j'ai à votre disposition, leur vie a changé grâce à ce type de technique. Et quand vous prenez l'exemple des anticholinésterasiques et des antidémentiels, je suis absolument en désaccord avec vous. En désaccord avec vous. C'est-à-dire que je pense que, et pour m'être pas mal occupé de patients présentant des complications psychiatriques de leur maladie d'Alzheimer, je pense que pour certains, les anticholinésterasiques ou les antiglutamanergiques ont pu être extrêmement efficaces. Et je pense que condamner des médicaments comme ça, c'est un point de vue, c'est une position que vous prenez. Moi, je prends la position contraire. Et, non, mais voilà. Il y avait une controverse à ce sujet. Oui. Que les effets iatrogènes se voyaient, que les effets positifs, qui étaient donc une diminution de la progression de l'Alzheimer, étaient beaucoup plus difficiles à vérifier. Donc ne modifiez pas Voilà. ce que j'ai dit. Non, mais je préfère alors ce propos, alors j'avais mal compris, je préfère que vous rectifiez cela. Donc je suis en partie d'accord avec vous, mais je suis en désaccord par ailleurs avec vous sur certains points. C'est ça la recherche scientifique. La démarche scientifique, c'est d'aller essayer d'explorer les choses. Mais il y a des enjeux aussi qui sont majeurs. On ne peut pas laisser les malades d'Alzheimer en l'état. Il faut développer des projets. Mais Alzheimer, je peux en parler facilement parce que ce n'est pas si j'ose dire, le focus de mon attention. Mais pour les patients souffrant de maladies psychiatriques sévères, il y a un désert en matière d'investissement. Et je crois qu'il faut quand même qu'on prenne conscience de ça. C'est que nous ne sommes pas suffisamment ambitieux pour essayer d'améliorer des gens qui sont en grande souffrance. Comme il est coutume de dire, là, on va continuer la discussion avec la pause. Et puis on discutera juste après, effectivement, notamment du rôle des médias dans l'engouement à un moment donné ou pas d'une technique. Voilà, merci pour cette première partie.